Bonjour Frédéric Rosset, merci beaucoup d'accepter Bonjour. cette interview. Il y a pas de souci, avec plaisir. Vous êtes le scénariste de l'excellente série qu'on peut voir sur OCS qui s'appelle Irresponsable. Oui, c'est ça. Et vous avez aussi travaillé notamment sur 10%. Et puis je vous laisse finir de vous présenter peut-être si vous voulez nous parler de tous les projets que vous avez faits. D'autres projets aussi, mais qui n'existent pas encore. Il y a une série, plateforme bien connue qui est actuellement en tournage, donc ça arrivera un jour, mais je n'ai pas le droit d'en parler encore, voilà. D'accord, ok, c'est top secret. Parfait. Euh, Les plateformes sont très top secret, est-ce que à ce niveau-là, ouais. Donc d'accord. c'est elles qui doivent parler des projets en premier, jamais les autres. Ouais, elles veulent contrôler leur communication, bien sûr. OK. Alors, aujourd'hui, donc j'ai déjà interviewé des scénaristes, mais c'est plus sur, le mouvement parole de scénariste. Et aujourd'hui, c'est un nouveau type d'interview, c'est un nouveau concept, qui peut-être, va être complètement nul. Donc si c'est nul, ce sera pas de votre faute, ce sera pas de la mienne. C'est que le concept marche pas. En fait, D'accord, toujours. Allez-y, allez-y. on va tester ensemble. Et donc l'idée, c'est tout simplement d'essayer de se demander, bah, pourquoi écrire? Pourquoi en particulier écrire le genre que vous écrivez? Et pourquoi en particulier écrire l'œuvre, que vous avez écrite, quoi? Donc, bah, c'est parti, on commence tout de suite. Pourquoi écrire? Ah! Je tiens à prévenir que je n'ai pas été préparé à cette à Vous cette, n'avez pas été là. Pourquoi écrire? Parce que c'est je en fait, je sais pas, c'est quelque chose que je fais depuis plus jeune âge, c'est quelque chose d'assez, naturel chez moi et l'envie de faire de la fiction, m'est venue, très rapidement, au point même où je peux pas dire que j'ai des souvenirs d'avoir eu envie de faire des choses très, très différentes de ce que je fais actuellement, dans ma mmh, jeunesse. Moi, je sais juste que je voulais raconter des histoires, pas forcément telles que je le fais actuellement, c'est-à-dire scénariste de séries télé principalement. Moi, j'étais très fasciné par la bande dessinée, donc j'aimais bien dessiner et écrire des histoires en même temps. Et j'étais aussi très, très fan de cinéma, où là, j'avais autant envie de réaliser que d'écrire. Mais je pensais toujours en termes. Ce que j'aimais bien avec ces deux formats là, la bande dessinée, le cinéma, c'était que je pense que c'était un faux culte de mettre des mots là-dedans, mais je me rendais bien compte que c'était un mélange d'écriture et d'image et de savoir combiner les deux. Je pense que j'ai su distinguer la différence entre réalisateur et scénariste à travers la bande dessinée parce qu'il était beaucoup plus mis en valeur à la fois le scénariste d'une bande dessinée et son dessinateur et le mmh, travail que les deux font entre eux. Et j'étais fasciné par et je me rendais bien compte, j'étais fasciné par les deux, mais je me rendais bien compte qu'au niveau du dessin, j'aimais bien dessiner, mais que je voulais pas, je savais d'avance que je voulais pas en faire mon métier, là où l'écriture m'intéressait beaucoup plus. Et alors que dans le cinéma, je ne voyais pas du tout la différence entre le réalisateur et l'écriture. Pour moi, c'était un héritage très nouvelle-vaguesque, parce que c'est moins clair, c'est moins lisible. Je me voyais bien faire les deux. Je me vois toujours bien faire les deux, d'ailleurs. Hein. Passer à l'image et à la réalisation, c'est quelque chose qui mmh. m'intéresse aussi. Mais, mais je voyais bien que le commencement de tout ça, d'une histoire, c'est un scénario et que de toute façon, justement, enfin, si je voulais faire des films dans ma chambre avec des copains, il fallait que je commence déjà par écrire un scénario. Et donc, je m'y suis mis. À l'adolescence, je me suis mis à écrire des Ouais. scénarios et je Et me suis jamais vraiment arrêté, en fait. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. il y a Faut le aucun dire. autre métier qui vous a tenté? Il y a pas un moment où vous vous êtes dit: «Tiens, j'aimerais bien être astrophysicien». C'est genre, vous êtes resté sur une ligne droite de écrire, écrire, écrire? En tout cas, l'idée de travailler dans l'audiovisuel, Mmh. ouais, c'était sûr que c'était ça, et le fait que après le fait de me retrouver à vraiment être spécialisé dans l'écriture et donc être, mon métier, c'est être devant un ordinateur à imaginer des histoires que d'autres vont devoir mettre en scène derrière. Ça, c'est quelque chose qui me venait pas forcément. Moi, je voulais faire l'ensemble, du processus créatif je voulais aussi diriger des acteurs, je voulais créer un imaginaire. Le fait que, ça, c'est plus un hasard de parcours et de la découverte sur, mes goûts personnels de me retrouver sur ce poste précis finalement. Pour l'instant à nouveau, hein, comme je disais, la réalisation est quelque chose qui pourrait m'intéresser, sur le long terme et le fait de me concentrer d'abord sur l'écriture et d'écrire des scénarios de séries télé, ça c'est presque un hasard de parcours qui m'a amené, à ça, mais qui m'a Mmh. tout de suite, senti à ma place et où je me suis dit: «Bah, voilà, ça c'est exactement ce que j'ai envie de faire depuis le départ, en fait». C'est comme le genre de la comédie, par exemple. C'est rigolo, mais pendant très longtemps, je voulais pas forcément faire de la comédie. Je voulais faire des choses beaucoup plus drama et en fait, c'est le hasard qui m'a presque amené à ça et je ne le regrette pas, quoi. Justement, je vais en venir après au genre, mais si on parle de manière plus présentement, en fait, qu'est-ce qui, le matin, quand vous vous réveillez ou je sais pas, avant vos séances de travail,
J'ai lu une interview où vous disiez que vous étiez un peu procrastinateur, je crois, un peu de mal à vous mettre comme tout le monde peut-être, mais qu'est-ce qui, quand vous y êtes, vous fait vous sentir bien? Qu'est-ce qui fait que vous écrivez au jour le jour finalement? Pour poser la question encore plus précisément, qu'est-ce qui fait que c'est plus agréable que désagréable? Alors, qu'est-ce qui fait que c'est plus agréable que désagréable? En fait, c'est moi, je fonctionne comme ça, en tout cas, ça veut dire je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas et soudainement, il y a un déclic. Il y a un déclic qui se fait et là, ça va tout seul et je peux avancer très, très vite d'un coup et le but pour moi a été d'apprendre à accepter que ça faisait partie du processus créatif, que d'avoir cette période de je n'y arrive pas avant que enfin je m'y mette et que du moment que je m'impose des horaires, que je me lève le matin, que je me mette devant l'ordinateur et que je sois dans mon bureau et même si dans cette position-là, soudainement, je me retrouve à pas du tout réussir à bosser et qu'au bout d'un moment, je me rends compte que c'est l'heure de déjeuner et qu'en fait, je n'ai fait que de regarder des vidéos YouTube ou je ne sais quoi. Évidemment, l'envie de culpabiliser est très présente, mais en fait, je pense que parfois, ça fait partie du jeu de, de galérer, de, pas de passer à autre chose, de ne pas, Donc ça, c'est de pour pas la partie réussir. désagréable, c'est ça? Ça, c'est pour la partie Non, mais désagréable. oui, mais c'est pour la partie, dans le fond, écrire, parfois, pour moi, ça ressemble à 60% du temps à m'en vouloir de ne pas réussir à me mettre à écrire et soudainement avoir des fulgurances, des envies et de me lâcher. Et ça se contrôle pas forcément, c'est pas toujours très clair. Après, là, je parle vraiment de la partie où je suis seul devant mon ordinateur, où il faut me mettre à, à livrer un texte. Et en fait, ça aussi, c'est qu'une partie du processus créatif, en fait, parce qu'il y a toute une partie d'atelier avec d'autres scénaristes où on réfléchit à voix haute, où on discute ensemble, où là, évidemment, je ne suis pas ça va 100% du temps en procrastination en me disant, non, excuse-moi, je vais regarder, j'ai pas envie de parler, là, je vais regarder autre chose. Non, évidemment, là, pour le coup, là, on travaille vraiment pendant 4 heures non-stop à Mmh. discuter tout ensemble. Voilà, ça c'est. Voilà. Mais quand je suis vraiment tout seul face à ma copie, on me donne 2 semaines pour livrer cette version séquenciée de tel scénario. Je sais que je passe pas 2 semaines temps plein de 8 heures à 18 heures à écrire et voilà. Non, par exemple le dernier travail que j'ai fait, techniquement, on pourrait dire que je l'ai fait en 3 jours. C'est une V1 séquencier. Il y a vraiment 3 jours où j'ai enfin réussi à taper, à écrire, et puis le quatrième jour, je me suis roulu, quoi. Mais c'est pas vrai. Ça m'a pris 2 semaines de le faire. C'est juste que bon, déjà que je bosse sur plusieurs choses en même temps, mais les jours où j'étais dessus, il y a eu un jour, puis 2 jours, puis 3 jours où je n'y arrivais pas, je n'avançais pas. Mais en fait, le fait de tourner en rond et de ne pas réussir à vraiment me lancer fait partie de, c'est comme une espèce de cérémonie d'écriture qui doit m'amener à ce moment où les vannes sont lâchées et je me sens écrit en fait, quoi. Et Mmh. ça, et c'est incontrôlable, et c'est pas régulier. Je sais pas que, je sais très bien que pendant 3 jours je vais pas y arriver. Le quatrième jour c'est toujours le déclic. Ça varie vachement. C'est comme une question d'horaire. Je sais qu'il y a des gens qui disent moi je ne peux écrire que le matin, des gens qui disent non moi je ne peux écrire que la nuit. Moi ça ne marche pas vraiment comme ça. Donc D'accord. donc je me fixe vraiment plus des horaires de bureau. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je ne m'en fais pas. Parce que de toute façon, je n'aime pas rendre des textes en retard. Donc l'approche de la deadline va toujours finir par me faire bouger les fesses, au pire s'il le faut. Mais Là, on je parle sais on pas si ça parle répond surtout vraiment à la question, mais en tout cas, c'est non, un peu comme ça on que ça parle fonctionne. surtout en termes de réussite de l'exercice. Là, on parle pas en termes de ce que vous en retirez, de ce que toi tu en retiens. Ce que moi j'en retire de l'écriture, je sais pas, une fois que c'est fini et que c'est bon à envoyer que ce soit à un producteur quand c'est mon propre projet ou que ce soit à l'auteur principal quand je bosse sur une série pour le compte d'un auteur. Quand j'envoie le texte à cette personne, le but du jeu, c'est d'avoir un sentiment de plénitude absolue, de se dire putain, je suis content, j'ai fait le truc que je voulais faire et Mmh. genre, je sais pas comment dire, je retire une espèce de satisfaction personnelle très forte. Et d'ailleurs, je précise, c'est le geste d'envoyer à quelqu'un, mais dans le fond, qu'importe ce qu'en pense la personne, c'est le sentiment d'avoir réussi à sortir quelque chose que j'ai en tête, qui est inscrit en moi, et en fait, avoir réussi à rendre ça concret, en fait. Ça, c'est quelque chose de très particulier parce que le passer de la théorie au concret, c'est quelque chose de toujours plus difficile qu'on ne le croit. Ça veut dire qu'on a toujours une idée qu'on trouve brillante,
La passer en version texte tangible, concrète, comme je disais, ouais, ça, c'est quelque chose de très difficile. Mmh. On a beaucoup de phases de doute et de se dire, en fait, mon idée, c'était une fausse bonne idée, c'était du vent, ça ne marchait pas. C'est comme réussir enfin, je sais pas, quand on fait un rêve et qu'on essaie de le raconter, réussir à le raconter de manière aussi excitante et folle que telle qu'on l'a vécu dans notre rêve, Mmh. c'est toujours, paraît toujours D'accord, être mission impossible. Et ben, il y a quelque chose de similaire là-dessus, c'est d'accord. d'avoir le sentiment d'avoir réussi à faire ça, c'est quelque chose d'assez grisant, quoi. Donc l'énorme satisfaction de réussir à mettre une idée, en pratique concrètement. D'accord. Ça effectivement, on Ouais, comprend que ça comme ça, apporter une en fait, une ouais, grande jouissance. je dirais ça, ouais, enfin, comment dire? Dans l'angle de la question, je dirais que c'est peut-être plus ça la meilleure réponse que je peux faire, a priori, ouais. C'est le plus grand des plaisirs, que vous puissiez avoir. C'est qu'après vous vous sentez trop bien pendant quelques jours, du fait d'avoir réussi ça, voire quelques semaines, voire plus. Oui, c'est ça, mais après, bah, enfin, de toute façon, ça, c'est comme ça jusqu'au bout, hein, jusqu'à la sortie de l'épisode de la saison de la série sur les Mmh. écrans. Ça veut dire, c'est-à-dire que ce sentiment-là existe aussi quand soudainement ce qu'on a écrit sur le papier s'anime avec des vrais acteurs filmés et qu'on les voit et Mmh. qu'on voit ça sur le tournage. Et après, quand en montage, on voit comment finalement tout ça s'imbrique vachement bien. Et puis ensuite, voir la réaction du public. À chaque fois, c'est la concrétisation d'un truc qui nous paraissait plus abstrait dans la version d'avant que dans la version suivante. Et donc, en fait, c'est rendre l'abstrait concret, c'est toujours fascinant parce que, oui, bah, c'est ce qu'on appelle de la création, évidemment, mais c'est se dire, putain, ça vient de moi, ce truc-là, quoi. Et D'accord. c'est d'autant plus étonnant quand c'est quelque chose de collectif, parce que justement, quand c'est pas, ça vient de moi, mais un acteur, en jouant ce personnage, ou un réalisateur, réalisatrice, en mettant en scène d'une certaine manière ce qu'on a écrit, fait qu'on peut être surpris par sa propre création, parce que c'est plus seulement ma création, il y a d'autres auteurs, d'autres esprits qui sont venus, et donc c'est aussi un sentiment très très bizarre dans l'idée de rencontrer les choses, de se rendre compte que d'être surpris par un résultat. D'acc Parce qu'il y a d'autres gens, mais après, je pense que c'est la même chose quand on est tout seul. Ça veut dire, même juste dans la pure écriture, parfois je suis moi-même surpris du résultat, Oui. parce que je sais pas ce que j'imagine à la base, mais cette Mmh. surprise est aussi très grisante, je trouve. OK, très bien et donc maintenant on peut embrayer sur le genre. Pourquoi plutôt aller vers, une comédie? Pourquoi écrire une ou des comédies? En fait, vraiment, par rapport à un responsable, j'avais envie de m'attaquer au genre. Comme je disais, la particularité, comme je disais un petit peu avant, la particularité, c'est que pendant des années avant, c'était pas forcément ce que je m'imaginais pas forcément comme un auteur comique. J'avais fait plusieurs courts métrages en mon coin que j'avais montré de ma vie, mais parce que c'est vraiment des films d'étudiants, mais qui se prenaient beaucoup plus au sérieux mais après j'ai appris à prendre la comédie au sérieux, j'y reviendrai, mais qui étaient des choses beaucoup plus dramatiques et surtout expérimentales. Bon, c'est un classique, hein. Je me suis pas assagi, mais je me suis dit au bout d'un moment que dans le fond, c'est quelque chose que j'admirais et que j'aimais beaucoup, mais est-ce que c'était vraiment ça que j'avais envie de faire moi-même en fait? À un moment donné, je me suis dit, j'ai peut-être envie et en fait, progressivement, c'est aussi ça, là où je suis venu vers l'écriture plus que vers la réalisation, c'est qu'avant, j'écrivais beaucoup de choses parce qu'en imaginant d'avance parce que les images que je voulais mettre en scène. Et là, pour la première fois, je me suis dit, non, écrivons une histoire et la mise en scène, on y réfléchira plus tard. Et puis, c'est pas forcément moi qui va la faire. Et ça, c'est aussi une façon de penser que j'ai eu quand je me suis mis à me dire que j'allais faire de la série, parce que la série, c'est quelque chose que j'aimais énormément et sur lequel j'acceptais beaucoup plus l'idée de collectif, l'idée qu'on n'est pas obligé de réaliser et écrire en même temps, que c'est des gens qui travaillent ensemble main dans la main, Mmh. et que j'avais pas forcément cette image-là par rapport au cinéma à cause de la culture D'accord. française Du fait de là-dessus. l'impossibilité de l'impossibilité de tout faire tout seul, peut-être que la série ça détend un peu les égos, quoi. Enfin, en tout cas, le truc, c'est que moi, la série, c'est quelque chose que j'ai très vite admiré, que j'ai très vite eu envie de faire, mais j'avais le sentiment d'être pas dans le bon pays pour ça, parce que la série française, on a été très très en retard très très longtemps. Je trouve que là, on peut de moins en moins avoir ce discours-là, mais c'est très très récent. Et donc, du coup, justement, c'est au moment où il commençait à y avoir des choses vraiment intéressantes en France qui se faisaient que je me suis dit, mais pourquoi pas essayer en fait. Et donc, à ce moment-là, pourquoi pas me concentrer sur l'écriture. Bon, et donc ça, c'était déjà pour moi un changement de position sur ce que j'avais envie de faire de ma vie, en fait, tout en me disant que j'étais en train de me spécialiser, en fait, d'une certaine manière, et que en fait, peut-être que c'était ça qu'il me fallait pour réussir à atteindre mon but, qui était de me professionnaliser, parce qu'en fait, je dis ça, mais en parallèle, moi, ce que je faisais pour gagner ma vie, c'est que j'étais régisseur sur des tournages où je faisais du montage en télévision, parce que voilà, c'était comme ça que je gagnais mon statut d'intermittent et que j'arrivais à concrètement faire des choses, quoi. Mais je savais que je voulais revenir à quelque chose de plus créatif, et je me suis dit pourquoi pas l'écriture.
j'ai fait une formation aussi à la FEMI centrée sur l'écriture de séries télé qui m'a beaucoup indiqué ce chemin-là. Mais disons que j'ai tenté le concours parce que ça me paraissait très logique. Je me suis dit, mais oui, pourquoi pas faire ça en fait. Et tout ça pour dire que dans ce changement d'envie, de parcours, j'ai eu aussi envie de me dire pourquoi pas tenter aussi d'autres choses au niveau du genre, parce que la comédie c'est quelque chose que j'aime énormément, mais je n'en avais jamais vraiment écrit jusqu'à présent. Et ce qui est drôle, c'est que les seuls scénarios de comédie que j'écrivais, c'était quand je faisais dans mon coin de la bande dessinée. Ça, pour le coup, j'aimais beaucoup, mais dès que je voulais faire l'audiovisuel, je faisais des choses beaucoup plus où je me prenais beaucoup plus au sérieux, comme je le disais, beaucoup plus expérimental. Et là, et en fait, justement, la bande dessinée, c'est peut-être le premier média ou médium où où j'étais plus dans un travail de scénariste que de dessinateur, en fait, et donc de faire en scène. Et donc du coup peut-être qu'il y a un truc à trouver là-dessus, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai eu envie d'une comédie. J'avais aussi envie d'un projet précis qui était donc le projet de ma série Irresponsable. J'avais ce pitch en tête depuis un certain moment. Je le trouvais prometteur. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui derrière qui ça pouvait aboutir à quelque chose d'intéressant, quoi. Et donc quand je suis arrivé dans cette formation FEMIS où je me suis spécialisé dans l'écriture de scénarios de séries télé, et que dans le cadre de cette formation on te demande d'écrire un projet, j'ai sorti ce scénario-là qui s'avérait être une comédie. Mais et je me suis dit tant mieux, parce que dans le fond j'ai envie d'essayer ça. Le truc, c'est que je me suis rendu compte à quel point j'aimais ça. Et aussi, mais surtout ce qui m'a, par exemple, là j'ai un projet personnel que j'écris actuellement qui n'est pas une comédie. Donc je ne veux pas faire que de la comédie dans ma vie, mais ce que je me suis surtout rendu compte en fait à ce moment-là, c'est que justement j'avais pas trop envie de me prendre la tête au niveau de la question du genre, parce que de toute façon j'aime bien mélanger les genres, et si je fais de la comédie, j'aime bien la prendre très au sérieux, et c'est pas pour autant qu'on peut pas discuter aborder des thèmes très sérieusement, d'un point de vue très premier degré, et que même si ça apporte des moments moins comiques, il faut l'assumer. Tout comme là, quand j'écris quelque chose qui n'est clairement pas fait pour de la comédie, je me refuse à m'interdire des blagues si jamais elles me viennent. En fait, je pense que c'est bien de faire de la comédie dans des dramas aussi. C'est basique, c'est classique, c'est évident. Mais c'est très agréable dans Irresponsable, justement, ce côté où il peut se passer des choses assez graves dans la série, et c'est pas pour autant que on va voir tous les personnages pleurer pendant un épisode, quoi. Ça fait du bien, c'est cool. Oui, non, mais vraiment c'est basique. C'était dans je crois que je m'étais fait la réflexion devant La vie aquatique d'Anderson, de Wes Anderson, où je devais être en lycéen quand c'est sorti. Et j'avais marqué, c'est la première fois que je voyais une comédie vraiment très comédie, très, très loufoque, avec un ton très, très léger, où même quand il y avait des attaques de pirates, ça semblait être. On se disait, bon, il y a des attaques de pirates, mais c'est drôle quand même. Et puis, il y a un personnage qui meurt, sans spoiler, mais il y a un personnage qui meurt à la fin d'une manière totalement impromptue, et c'est traité très sérieusement, et ça m'a vachement choqué. Et je m'étais dit, c'est drôle parce que s'il y avait un ton très drama dès le départ dans ce film, cette mort m'aurait beaucoup moins marqué. En fait, je pense que ce qui m'a marqué, c'est l'irruption de la réalité. Mais c'est pas gratuit, c'est présent pour une raison. Cette mort soudaine, ça fait une vraie boucle avec le début du film. Et je m'étais dit, c'est fort parce qu'en fait, c'est le fait de m'être attaché à ces personnages sous le ton de la comédie qui fait que là, vraiment, en fait, j'arrive pas à me remettre de la mort de ce personnage. Vraiment, j'étais en deuil bizarre, quoi. Et ça, c'est après coup, quand je me suis moi-même à écrire de la comédie, je me suis dit, c'est ça qui est bien aussi, c'est que si je me mets à raconter, à soudainement, parce que c'est présent dès le départ, quand on écrit la série Irresponsable, on invente des parcours psychologiques à nos personnages, et en fait c'est des personnages qui sont tous un petit peu fucked up, quoi, qui ont vraiment un grain et qui ont vraiment une vie pas facile quand on y réfléchit. Il y a notamment la mère du héros qui, quand on disait, si on racontait là comme ça son parcours un peu froidement, c'est pas drôle, mais à nouveau c'est très classique. Phoebe dans Friends, c'est une SDF qui a perdu sa mère, qui s'est suicidée, qui en font une blague, mais quand c'est réfléchi, c'est pas drôle du tout. Mais ce que je me disais, mais en fait ce qui est marrant avec ce personnage de la mère, c'est que c'est le personnage le plus comique, le plus loufoque, mais si on se concentrait un tout petit peu, si on zoomait un tout petit peu sur c'est quoi qu'elle traverse réellement dans sa vie, on pourrait vraiment soudainement faire quelque chose de vraiment pas très marrant, quoi. Et c'est ce qu'on a fait, parce qu'on voulait l'assumer, parce qu'on voulait le montrer, parce qu'on voulait montrer ce parallèle-là. Soudainement, il y a un épisode avec elle Tu parles de la mère, où tu parles de la mère. on est la mère du personnage principal, la mère du personnage qui s'appelle Sylvie. Il y a un épisode où soudainement on se met à dire
viens, c'est marrant, on était dans Inflatment à ce moment-là et on avait envie de faire un épisode à la Inflatment parce qu'il y a plein d'histoires avec son psy qui était important. C'est intéressant de dire ça parce qu'il y a En Thérapie qui vient de sortir, donc c'est un truc qui sort beaucoup, mais c'est nous, on avait voulu faire notre épisode En Thérapie avec elle. Soudainement, on dit, allez, hop, on assume totalement à quel point ce personnage va pas bien, en fait, et on le montre. Et je pense que ça surprend, alors que c'est présent en elle depuis le départ, et je pense que ça peut avoir un impact assez fort pour les spectateurs, plus fort que si ça ne faisait pas 2 saisons qui suivaient ce personnage-là et qui trouvaient juste que c'était un personnage marrant, en fait. D'accord. Et voilà. C'est quoi la série que vous avez citée, que vous étiez en train de regarder, donc avec votre sœur peut-être, avec qui vous avez écrit Irresponsable, c'est ça? D'ailleurs, c'est pas totalement vrai ce que je disais. Je rectifie un peu. C'est en fait, on voulait faire un épisode qui ressemblait à une séance de psy. Et donc, en fait, ma sœur avait commencé à regarder la série In Treatment en analyse, qui est la version, qui est la version US de la série israélienne. D'accord. Mais donc, je disais que ce qui est drôle, c'est que là, sur Arte, il y a le remake français qui vient de sortir, qui s'appelle donc En analyse. Mais donc, du coup, nous on était à ce moment-là, Camille venait de commencer à regarder, elle m'a conseillé de regarder, je me suis mis à fond. Mais donc, du coup, on s'est dit, ah bah oui, faisons notre épisode d'Investment à ce moment-là, même si ça changeait au niveau du ton, quoi. D'accord. OK. Bah, on peut peut-être arriver, puisqu'on a commencé à bien parler d'Irresponsable, ça y est, pourquoi écrire, cette série précisément? À la base, j'avais l'idée du pitch basique qui est resté jusqu'au bout le même, qui donc un type qui a 30 ans et qui vit encore chez sa mère et se comporte encore comme un adolescent qui n'a jamais vraiment grandi, découvre qu'il est le père d'un vrai ado qui a 14-15 ans parce qu'il retrouve son amour de jeunesse qui à l'époque avait disparu et qui en fait avait disparu parce qu'elle était enceinte de lui et on l'avait empêché d'avorter, elle s'était barrée et du coup voilà. Et donc du coup ce type qui n'est pas du tout fait pour être père parce qu'il est encore un peu ado dans sa tête, se retrouve père d'un ado et donc de parler de leur amitié plus que, parce qu'ils ont un peu le même âge mental, plus que leur rapport père-fils, mais sous cette personnalité-là. Ça, il y a j'ai eu cette idée un peu vaguement en tête et je me disais ça peut être très drôle, ça peut être très marrant, et je me la mets sous le coude. Et je l'ai un peu muré pendant 1 ou 2 ans et quand j'ai ressorti mon chapeau une fois que je suis rentré à la Fémis, j'ai dû ensuite réfléchir à qu'est-ce qui me plaît vraiment dans ce concept. Ce qui me plaisait vraiment déjà, c'est que si je creusais ne serait-ce qu'un tout petit peu, je me rendais compte que ça m'apportait immédiatement des archétypes de personnages que je trouvais tous très prometteurs en fait. Parce que il était évident que je pouvais faire donc ce qu'on appelle une bromance entre lui et son fils, et que il y avait un côté un petit peu la bromance, c'est-à-dire une sorte d'amitié quoi entre deux mecs, mais qui pouvait être père et fils. Je trouvais que c'était marrant comme idée. À côté de ça, il y avait son rapport à son ex qui, à l'inverse de lui, n'a pas eu d'adolescence du tout puisqu'elle est devenue mère à 15 ans et elle, contrairement à lui, elle n'a pas pu ne pas le savoir. Donc immédiatement, il y avait 2 opposés qui se créaient l'un l'autre et donc il y avait tout de suite un archétype évident pour faire une comédie de remariage de personnes qui se sont aimées, qui aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les uns avec les autres, mais qui dans le fond chacun aimerait bien être l'autre en fait, parce que lui il en a marre d'avoir l'impression qu'on peut un teubé et d'être un peu teubé, il l'assume un peu, et elle dans le fond, elle a jamais fait sa crise d'adolescence, elle aimerait bien le faire en fait, elle est un peu jalouse de sa nonchalance à lui, et tout ça est venu très vite derrière. Donc je me suis dit ok, je sentais du coup que ça pouvait me permettre d'aborder des thématiques qui me plaisait beaucoup, des choses que je voyais venir. J'avais pas 30 ans à ce moment-là, mais comment on peut avoir le même âge dans notre vie, dans le début de notre vie adulte, et pourtant d'évoluer très différemment. Je voyais bien qu'il y avait autour de moi des gens qui avaient plus un parcours à la Julien et des gens qui avaient plus un parcours à la Marie, qui donc sont des gens qui deviennent très vite autonomes, avec une profession, avec des. Tu as quel âge? Alors maintenant, je vais avoir 33 ans. Mais au moment où je crée la série, j'en ai 25. Donc vraiment au moment où je commençais à vraiment y penser quoi. Donc mes personnages à ce moment-là étaient plus âgés que moi. Mais bref, je voyais plein de choses intéressantes qui pouvaient venir de ce simple postulat. Et je voyais aussi des pièges qui pouvaient arriver. Hein. Très vite, je me suis dit, ok, j'ai mes archétypes de personnages maintenant, comment on évite qu'ils ne se reposer que sur ces clichés, comment j'évite pour que mon personnage principal ne soit pas juste défini comme un gros nerd qui joue à la console et qui fout un peu de journée. Qu'est-ce qu'il a de spécifique en lui qui fait qu'on n'a pas non plus envie de. Qu'est-ce qui fait que son ex, à l'inverse, n'a pas ce côté un peu nana plan-plan qui ne fait que juger le fait qu'il ne prend rien à ses journées et qui, du coup, on devient un personnage un peu chiant. Enfin bref, tout ça à chaque fois. Mon pitch est marrant, mais ça veut dire que on n'a pas pu lui permettre de penser à avorter
quand elle était enceinte. Et il y a toute une théorie qui dit qu'en fiction, il y a très souvent, c'est comme si l'avortement n'existait pas, que c'est un vrai problème. Et moi, c'est quelque chose auquel je me suis beaucoup posé de questions là-dessus. Donc, déjà, j'ai expliqué pourquoi elle n'a pas avorté. Elle avait 15 ans, elle avait des parents ultra cathos qui l'ont empêché à ce moment-là, elle n'avait pas de tout, c'est pour ça qu'elle a déménagé. Mais du coup, je l'ai fait retomber enceinte pour que cette fois, elle fasse un vrai choix avec son corps et qu'elle décide d'avorter, que ça crée un vrai questionnement envers son fils quand il apprend ça, parce que lui, il sait qu'il n'est pas un enfant désiré et que ça lui pose des questions. Mais je me suis dit, je savais d'avance que si je fais ce projet-là, il faut forcément qu'à un moment donné, je parle de ça, parce que si j'en parle pas, si je le mets sous le tapis, j'ai malgré moi créé un truc qui donne un certain discours politique que j'avais pas forcément envie d'avoir du tout. C'était juste le postulat. Et là, tu vas un peu plus, Pardon? tu vas un peu plus vite que mes questions, là, oui, on est déjà sur Pardon. la manière. Mais je dis ça parce que c'est quand même le début du processus en fait. C'est-à-dire, je sais que c'est la fin de la saison 1 ce que je dis, mais c'est quelque chose qui est arrivé très vite. C'est-à-dire que j'ai le postulat et le premier truc que je me dis, en fait, ce qui a fait que je me suis dit, ok, c'est cette série-là que je vais raconter, c'est parce que je me suis rendu compte que ça m'apportait des personnages que j'avais envie de suivre sur le long terme. Pourquoi j'avais envie de les suivre sur le long terme? Parce que je sentais qu'ils pouvaient être porteurs de thématiques et de choses, et de choses que j'avais envie de raconter enfin, des choses que j'avais envie de raconter tout simplement. Et en même temps, je voyais bien quelques pièges que pouvait m'apporter ce pitch. Donc, l'idée était de les désamorcer, de voir s'il était possible de désamorcer ces pièges. Et si oui, dans ce cas, il était évident que j'avais une série et qu'il fallait que je creuse, quoi. Et donc, une fois que j'ai coché tous ces trucs-là, je me suis dit, ok, bah, vraiment là, j'ai envie de raconter ça. Donc, allons-y. Donc finalement, il y a pas mal d'aspects dans le choix du thème, de la série et tout ça. Il y a une conception à la fois politique, des thèmes que tu as envie d'aborder, etc. Tu te lances pas juste en te disant quelle est la chose la plus drôle que je puisse écrire, quoi. C'est pas seulement ça. Non, pas vraiment. Mais après, il y a l'instinct aussi. Hein. C'est-à-dire que ça fait un moment que j'avais ce pif en tête et j'ai voulu y aller. Et c'est un peu content. Alors, pardon, j'ai des chats qui sont en train de. Eh oh! Pardon, je sais pas si ça t'entend, mais j'ai des chats qui se bagarrent. J'ai cru Donc, que c'était un bébé qui éternuait. je sais plus ce que je disais. Je disais quoi déjà? On parlait de l'instinct et du fait que de pas forcément juste écrire ce que tu avais pour ambition que ce soit le plus drôle possible. Enfin, le fait qu'en tant qu'auteur, même si tu écris une comédie, tu penses pas juste à comment nous faire rigoler, mais tu penses à tout un tas de thèmes et de conceptions Oui. politiques. En fait, quand je parlais d'instinct, c'est-à-dire que en fait, toutes ces questions-là, c'est pas que je me suis posé dans l'heure où j'ai eu l'idée, mais je sentais que cette idée était bonne et le premier réflexe à avoir est d'essayer de creuser de pourquoi on trouve ces idées bonnes. Et à nouveau, je disais, pour moi, les 3 points, c'était parce que ça m'amène des bons personnages. Pourquoi c'est des bons personnages? Parce qu'ils m'apportent des thématiques, des sujets que j'ai envie de raconter, que je pense pouvoir raconter sur le long cours. Et parce que je ne suis pas en train de, malgré moi, d'amener des choses que je n'ai pas envie de raconter parce que, sur le monde, parce que sans faire exprès, quels sont les pièges à éviter et est-il possible de les éviter? Et ça, c'est un travail. En fait, j'avais l'instinct que ces réponses allaient être positives, et donc je sentais qu'il fallait y aller, qu'il fallait creuser. Et ce qui est pas mal quand même, c'est de creuser très vite en discutant avec des personnes. Moi, j'avais un tuteur qui était dans son premier rôle, qui est l'un des scénaristes En Thérapie, la série de Marty qui sort actuellement, mais qui avait fait un soit-il à l'époque, et qui s'avérait être quelqu'un de très très intéressant avec qui discuter, qui m'a beaucoup aidé à réfléchir à pourquoi je voulais faire ce projet. Mais vraiment, en fait, à l'époque, il faut comprendre que j'étais assez débutant, donc tout ce que je viens de dire, c'est pour ça que c'était plus instinctif qu'autre chose. Aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que c'est ça qui m'a, sans me l'être dit moi-même, qui m'a convaincu, qui fait que j'allais vers là en fait. Et donc du coup, la question du genre faisait partie des petits défis qui m'excitaient. C'est-à-dire, j'aimerais bien faire un truc drôle, ça m'amuse. Mais c'est pas le seul élément qui m'a fait dire ok j'y vais. C'était l'un des éléments. C'était l'envie de tenter un genre sur lequel j'étais pas habitué. Quoi. Ce que je te demande à chaque fois, c'est des questions très théoriques. Hein. Donc il faut pas. Toi, ton métier, c'est de créer, donc c'est normal que parfois il y ait des choses qui soient plus instinctives et que tu n'y aies pas forcément pensé. Il n'y a pas de réponse obligatoire, il n'y a pas de mauvaise réponse, tout ça. J'essaie juste de voir la partie consciente, la partie inconsciente, essayer de comprendre ton processus de création, si tant est que ce soit possible. Après, la vérité, c'est que c'est des questions, même si c'est pas dit forcément. J'ai déjà été amené à y réfléchir parce qu'on les a déjà posées à d'autres occasions, et donc du coup, disons que du coup, j'ai déjà ce que je dis, c'est pas quelque chose là auquel je pense là maintenant, c'est quelque chose auquel j'ai déjà été amené à réfléchir, et donc du coup, voilà. Après, j'ai peut-être des automatismes de réponse qui parfois sont pas forcément adaptés à la question en l'occurrence, mais enfin bon, bref, mais pas de souci, oui, bien sûr. Si on va plus précisément, oui, je voulais te poser une question.
tu t'es rendu compte petit à petit que la comédie, ça te plaisait à écrire, tu aimais bien l'écrire, mais est-ce que quand tu écris une comédie, le fait que ce soit pour faire rire ou sourire les gens, c'est quelque chose d'important pour toi et que et auquel tu penses dans l'écriture? Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais est-ce que tu écris de la comédie juste parce que ça te fait plaisir de la comédie, de l'écrire? Ou est-ce que c'est parce que tu veux faire rire les gens, en fait? Peut-être les deux. Enfin, c'est-à-dire, comment dire, en tout cas, l'idée de l'envie de faire rire, l'envie d'écrire quelque chose que je trouve drôle et qui s'avère être partagé avec les gens qui regardent, ça les fait rire, donc je ne m'étais pas gouré sur le fait que c'était drôle. C'est quelque chose alors, quand on y arrive, c'est très satisfaisant, quoi. C'est quelque chose de très plaisant. Et moi-même, en tant que spectateur de comédie, je sais que c'est quelque chose enfin, j'aime ça. Donc, du coup, donc, ça peut être aussi basique que ça, en effet. Après, en l'occurrence, parfois, dans l'écriture des responsables, ça ne veut pas dire que j'étais obsédé à l'idée de dire OK, qu'est-ce qui va être marrant. Ça veut dire il s'agit quand même très rapidement de réfléchir à le parcours de plusieurs personnages, parce qu'on a envie de Mmh. raconter ce qui va lui arriver tout au long de la saison. Et en fait, donc parce que c'est la première fois que je le dis, je crois, depuis le début, mais j'ai quasiment tout coécrit avec ma sœur qui s'appelle Camille Rosset, et donc on était très souvent ensemble à réfléchir à qu'est-ce qui va se passer pour Julien, qu'est-ce qui va se passer pour Marie, qu'est-ce qui va se passer Mmh. pour tous nos personnages dans telle saison. Et très souvent, quand on en parlait, quand on parlait de leur parcours, quand on disait c'est ça qui est intéressant à raconter, c'est on n'a jamais vraiment creusé cet aspect-là du personnage et c'est important à raconter. Il y a peu, si on le met dans telle situation, peut-être que du coup on va pouvoir découvrir, on va pouvoir enfin mettre plus en avant ce truc-là qu'on a toujours voulu raconter sur Julien, machin, ça. Quand on parle de tout ça, quand on imagine ce qui traverse ça, très souvent en fait, si on dit ça de façon un petit peu basiquement, si on fait un résumé de tout ce qu'on va raconter, c'est pas obligatoire qu'on trouve ça, de trouver ça drôle en fait. Quoi. On Mmh. peut se dire parfois qu'il en arrive des merdes pas très drôles. Et c'est après coup en fait que le but du jeu, c'est rendre ça drôle. Tout en racontant ça de manière très premier degré et assumons jusqu'au bout qu'on va raconter ce truc-là. D'accord. Et même c'est le défi qui est arrivé de saison en saison, je trouve, c'est que la saison 2 parle de sujets plus graves qu'en saison 1 et la saison 3 parle de sujets plus graves qu'en saison 2. Après, enfin, du sujet, il y a des choses vraiment pas très drôles dans chaque saison, mais on va de plus en plus loin Mmh. là-dedans. Et c'était presque partie aussi de notre plaisir, peut-être, c'était de se dire, ouais, on a envie d'aller jusqu'à là, on a envie de creuser ça. Et comment on fait, quelle situation on crée pour parler de ça et en même temps en restant drôle, en n'oubliant pas notre identité de comédie. Donc comment Et ça c'était un défi assez plaisant à faire. vous oubliez totalement l'aspect comédie, au moment de rédiger l'histoire? Vous cherchez par exemple juste, je sais pas, le réalisme ou les thèmes que vous avez envie d'aborder et la comédie revient qu'au moment d'écrire, les dialogués par exemple? C'est comme ça que vous procédez? Non, 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 parce qu'il faut quand même assez vite lui trouver des situations où on sent que ça peut être des situations de comédie. Mmh. Euh, le personnage fonctionne. euh, on a inventé des fonctionnements du personnage qui reviennent régulièrement aussi, qui sont une espèce de règle établie qui fait que souvent une situation est comique dans les responsables parce que on a un personnage à qui il arrive des grosses crasses, mais en fait il n'assume pas la situation dans laquelle il est parce que ça le met pas en avant, ça le met pas en valeur. Et c'est quelqu'un quand je dis qu'il par exemple, il fallait casser un peu l'archétype du personnage, on trouvait que ce qui était très marrant, c'était que malgré tout, Julien est quand même beaucoup d'ego et d'une certaine manière, il n'aime pas être mis en porte-à-faux. Et donc, du coup, il est quand même très actif pour rester passif et pour ne pas montrer le glandeur qu'il est et ne pas assumer les conséquences de ses actes, quoi, les conséquences de ses actes. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui ment beaucoup et qui, du coup, crée souvent des situations où ces petits mensonges compliquent les choses, en fait. Et donc, en fait, une petite situation où s'il l'avait assumé, ça va couper court très vite. Il s'enfonce, il creuse de plus en plus sa tombe et au bout d'un moment, il se trouve dans une situation qui doivent aller pour nous jusqu'à l'absurde, jusqu'au plus fort Mmh. comique possible. Et ça, c'est un fonctionnement qu'on a beaucoup. Et donc, du coup, évidemment, quand on invente des trucs, le but du jeu, c'est quand même de voir si ça nous permet de faire ce genre de choses, quoi. De Et, le mettre dans mais par exemple, on sait qu'on veut le confronter à son père qu'il a abandonné à sa naissance parce que, euh, parce que lui, dans le fond, s'il a vraiment un besoin absolu d'être un père, alors qu'il n'en a a priori pas les capacités, parce que c'est mort là, comme on disait, c'est aussi parce qu'on a inventé le fait que c'est quelqu'un qui a été abandonné à la naissance, et que du coup, quand il y a un gamin de 15 ans qui apparaît et qui dit tu es mon père, et donc ce type se dit putain, je suis son père, et pendant 15 ans, il n'a pas su que j'étais son père, il a l'impression d'être son propre père qui l'a abandonné, c'est quelque chose qui le fait souffrir. Donc ça c'est des choses
très intéressantes à raconter qui, quand on le lit comme ça, on se dit bon bah c'est pas très drôle quoi. Mais le fait de confronter à son père, bon voilà. Sauf que comment on crée une situation marrante, et ben en fait on lui invente une sœur, demi-sœur totalement encore plus tarée que lui, qui vient le voir et qui lui dit pas qu'elle est sa sœur, et ça crée une situation qui. Mais quand on a eu cette idée là, on a tout de suite senti un personnage qui nous manquait. On voulait un personnage féminin qui était une sorte de Julien en féminin, mais avec ses propres spécificités, mais qui était quand même un peu, enfin voilà, qui a un air de famille, quoi, très clairement. Et ça, voilà, on s'est dit, bah voilà, on voulait parler de ça. Comment on fait pour le garder, rester dans le comique alors que là on est en train de dire des choses pas drôles du tout. Et bah c'est le déclic, ça a été le personnage de cette sœur qui allait nous amener des situations comiques et un petit peu proches de ce qu'on aime faire, des situations de quiproquos et de non-dits voilà, qui nous permettaient, comme je disais, d'évoquer tous ces thèmes-là tout en restant dans le registre de la comédie. Et c'est un peu le jeu. C'est un peu le jeu de trouver des trucs comme ça, quoi. On a souvent l'impression dans la série que finalement, on sait que, enfin, on voit ce mécanisme au bout d'un moment et donc on sait que vous allez faire en sorte qu'il va arriver le pire possible. Par exemple, je veux pas spoiler, mais le fait que la mère tombe sur le fils alors qu'il est en train de copuler avec quelqu'un d'autre, enfin voilà, c'est le pire possible. Et on sait que vous allez faire en sorte qu'il a. Mais on est toujours surpris de la manière dont vous arrivez à le faire parce que ça arrive à être encore pire que ce qu'on avait imaginé. On se dit, ah bah c'est ça qui va arriver, c'est le pire, et vous arrivez à faire encore mieux. Donc ça, c'est vraiment cool dans la série. Et pour moi, en fait, c'est un critère vraiment qui est énorme dans. Je vais sûrement enfoncer une porte ouverte, mais c'est la capacité d'un scénariste à me surprendre. C'est vraiment le plus important pour moi. On parlait avant que l'interview commence de Parks and Recreation ou des séries comme ça. C'est des séries où j'ai l'impression qu'il peut se passer à peu près n'importe quoi finalement, qu'il se passe à peu près n'importe quoi, je m'en fiche. Tout ce que je veux, c'est d'arriver à être surpris, quoi. Je sais pas si, enfin, c'est juste une remarque, je sais pas ce que tu en penses. Mais... Si, bah, c'est l'exemple cité sur la mère qui tombe sur son fils au lit avec une autre femme, c'est le début de la série, et en fait c'était un moment où on jouait peut-être un peu plus sur des clichés, où le but était presque plus de prendre d'assumer à la fois qu'on touchait à une qu'on touchait à des situations comiques qu'on a déjà vues largement ailleurs et un peu clichés, mais où le but c'est de justement de surprendre, de voir. Ce qui est drôle finalement, c'est pas la situation dite cliché, c'est le fait qu'en partant de là, ça aboutit pas du tout forcément là où on s'attendait, justement parce qu'on est habitué, nous spectateurs, à certaines habitudes. C'est aussi mélanger des genres comiques justement et qui normalement vont pas avec, mais en fait c'est là où ça devient marrant. Je vous donne un exemple, c'est au début de la série, c'est à un moment donné ils ont une idée de faire une bêtise totalement couillonne, c'est de mettre un seau plein d'eau au-dessus d'une porte et de se cacher, d'attendre que la personne qu'ils aiment pas et qu'ils espèrent se prenne l'eau dans la gueule. Et donc vraiment ils sont dans une BD justement à ce moment-là, ils sont dans Cookie Fluke quoi. Sauf que eux ils s'attendent à ce que le seau se renverse et que le type soit juste complètement arrosé. Et en fait le truc c'est que les lois de la physique ça marche pas forcément comme ça. Donc quand ils poussent la porte, le seau tombe tout droit, et un seau plein d'eau tout droit qui tombe comme ça sur son crâne, bah, ça te le fend en fait. Et donc le type se prend ça dans la gueule et il saigne et il se met à saigner, et soudainement ils sont catastrophés en ayant un type qui saigne et qui c'est moins drôle que ce que eux avaient prévu, mais la blague vient de là. Il y a le fait que eux ils s'attendaient à ce qu'il se passe un truc un peu cliché, et qu'en fait finalement il s'est passé du tout qui se passe, et il y a une invitation au réalisme entre guillemets dans une situation qui devait être absurde et un peu burlesque. Et ça c'est quelque chose qui nous éclate beaucoup au début de la série, sur lequel toute la série ne pouvait pas se reposer sur ça là-dessus tout le temps. Donc du coup c'est pour ça que je disais que parfois on cherchait de nouveaux challenges, et parfois le challenge était de prendre une situation moins drôle mais de se débrouiller pour les rendre comiques quand même. Bon bah là c'était presque entre guillemets l'inverse, et ça c'est quelque chose qui nous éclate et qui en effet que j'ai déjà vu ailleurs, hein, et qui c'est le type d'humour qui me plaît beaucoup, qui met en parlant de En parlant d'humour et de mélange des genres et comme ça, de faire tout pour surprendre, est-ce que tu as vu la série Barry? B-A-2-R-Y. Oui, ouais, je l'ai vu, j'aime beaucoup. Ouais, je trouve ça super. Bah, c'est un cas typique. Moi, j'adore les comédies qui sont faites comme ça. Donc, pour les gens qui connaissent pas, c'est donc une comédie c'est tout simplement un tueur à gages. C'est l'histoire d'un tueur à gages qui en plus n'aime pas ça, ce qui rend déjà le truc marrant dès le départ, mais qui est très très fort. Et ouais, je trouve que ça marche trop bien ce genre de truc. Et ouais, peut-être que des distributeurs pourraient être confrontés en mode non, mais j'ai une comédie, ça doit être des thèmes. Un tueur à gages, c'est pas. Puis parfois, il y a des trucs assez gore dans la série, c'est forcément pas drôle. Et c'est quand même cool que des Américains, je sais pas comment ils se débrouillent pour produire ça, mais arrivent à faire ça, quoi. Ils disent c'est une comédie et c'est un tueur, bah, comme Dexter finalement.
Enfin bref. Pour moi, Barry, la particularité, c'est que c'est pas vraiment une comédie, en fait. Ça veut dire vraiment, pour le coup, c'est très difficile à le caser, parce que je vais pas non plus dire que c'est un drame. Il y a la fameuse expression dramédie que je trouve nulle, parce que souvent, c'est pour dire c'est une comédie, mais vous inquiétez pas, il faut la prendre un peu au sérieux. Hein, on parle de choses qui peuvent être un peu sérieuses. Souvent, c'est utilisé dans ce cadre-là, et donc souvent, c'est une façon un petit peu de dire non, mais on n'est pas dans une sitcom avec des rires enregistrés, vous inquiétez pas, comme si c'était honteux. Mais par contre, il existe vraiment de plus en plus de séries qui ont ce vrai côté 50-50. Ça veut dire, tu ne peux pas vraiment dire que c'est une comédie, tu ne peux pas vraiment dire que c'est un drame. Parce qu'en fait, ça varie d'un épisode à l'autre, mais en même temps, ça fusionne vachement bien. Il y a ça, mais même BoJack Horseman, par exemple, qui est vraiment une comédie à la base, devient, ça, Mm. évidemment, tu te dis, mais c'est une série sur la dépression, très dépressive, et évidemment, j'arrive plus à me dire, c'est une comédie. Mais pourtant, on ne perdra jamais totalement cet aspect comédie en elle. Et Barry, je trouvais un peu ce truc-là. C'est un truc qui se fait beaucoup, beaucoup, en effet, outre-Atlantique. Et c'est aussi un vrai format qui est souvent du 30 minutes, et souvent écrit par des auteurs qui font tout, qui sont à la fois à la réal et à l'écriture, et même parfois au jeu, enfin en tant qu'acteur principal, c'est le cas Mm. de Barry, et, euh, où c'est l'acteur principal et en fait le créateur de la série. Mm. Il y a évidemment Phoebe Waller-Bridge avec Fleabag ou choses comme ça qui font ce truc-là, Mm. ou Better Things, Samuel Elton, dont je suis très très fan aussi, qui est vraiment, bon, pour moi c'est une comédie Better Things pour le coup, Mm. mais disons que ce ton très précis, très, très particulier, très, très personnel, et qui ne s'embarrasse pas du genre, en fait, ne se dit pas. Peut-être qu'ils peuvent. Après, si les marketeurs d'une chaîne veulent vendre ça comme une comédie, il faut une bande qui sonne un peu comédie ou inversement, mais sur l'objet final livré que nous, spectateurs, recevons, ça s'embarrasse pas de dire je suis forcément une comédie, je suis forcément un drame. Mm. Ça a juste une histoire à raconter avec un ton qui leur est très personnel. Et ça, c'est quelque chose qui se retrouve de plus en plus, qui, je pense, explique du fait que déjà la série est devenue un endroit où il y a un vrai espace de liberté pour beaucoup d'auteurs qui, surtout aux États-Unis, où pour le coup le cinéma d'auteur indé aux États-Unis est quasi mort. Enfin, en fait, c'est très compliqué d'en faire, je pense. Ou alors, il faut avoir une espèce d'imagerie et Sundance qui, du coup, de fait, est quand même un truc très formaté aussi. Donc, du coup, c'est l'espace de liberté qui a été créé, qui est là, qui est que, parce que je trouve aussi que c'est quelque chose qu'on trouvait dans beaucoup de cinéma avant, où tu disais, ce qui peut vraiment dire que ce film est une comédie, ce qui peut vraiment dire que les genres étaient brouillés. Et maintenant, on a beaucoup ça en série, et j'aime ça. Moi, je trouve ça très très bien, et c'est retrouvé Moi, dans j'adore ce aussi, hein. format de minutes Même BoJack. très très intéressant en fait. Et je pense qu'on n'a pas encore forcément ça vraiment en France, mais que ça va tellement devenir de plus en plus important, parce qu'il y a tellement de plus en plus de séries que du coup on va rechercher de plus en plus des séries qui ont une originalité à elles qui ne ressemblent pas aux autres en fait, pour se dire bah, j'ai pas l'impression d'avoir vu 36 000 fois de voir pour la 36 Mm. 000 fois la même série. Et je dis pas qu'il faut que ça devienne la norme ce genre de série, si ça devient la norme ça devient chiant en fait. Mais je trouve ça bien que ça existe, et je trouve et c'est un peu vers ça que je tends en vérité. Mm. Bah super, j'ai hâte de voir les suivantes. Alors, j'ai vu dans une autre interview que tu avais dit notamment qu'en France c'était compliqué de faire du 26 minutes, mais que ça commençait peut-être à changer parce que les chaînes passent pas du 26 minutes en France. Mais moi c'est pareil, ce format-là pour moi est vraiment génial quoi, parce que je sais pas pourquoi, mais mon cerveau maintenant, peut-être à force d'avoir vu toutes ces séries comme Community, Parks and Recreation, BoJack Horseman ou je sais pas quoi, j'ai l'impression que mon cerveau est programmé pour kiffer, des choses comme ça qui font 26 minutes ou 20 minutes, et je sais que je vais avoir une histoire qui va être un peu bouclée, rapidement quoi, et c'est presque addictif quoi. Maintenant, de voir un film d'1 h 30, il faut vraiment qu'il soit vraiment très, très bien rythmé pour que je m'ennuie pas et que j'ai pas envie de retourner voir un truc de 20 ou 26 minutes quoi. Je sais pas comment ça va évoluer cette histoire, mais Bah, alors déjà, c'est vrai que c'était une remarque que j'ai fait très régulièrement, mais c'est bon, je pense que je vais la faire en 2017, un truc comme ça veut dire entre les saisons 1 et 2, quoi. Et les choses sont en train d'évoluer parce qu'il y a de plus en plus de plateformes qui permettent l'émergence de séries 26 minutes en France. Parce que au départ, quand Irresponsable est arrivé, donc Irresponsable, c'est une série OCS signature, qui est donc sur la plateforme d'OCS, qui avait pour particularité de donner très peu de budget, mais de laisser une liberté totale à des créateurs, et même des jeunes créateurs qui ont encore un peu tout à prouver. mmh, Et donc, c'était vraiment pour moi le meilleur endroit pour aller faire responsable à ce moment-là, parce que ça correspondait exactement à ce qu'on voulait, quoi. Et le truc, c'est que donc, quand on est en 2015 et qu'on se lance là-dessus, OCS, c'est vraiment les seuls à faire ça. Il faudra vraiment, jusqu'au bout dans l'histoire de la création de série française, leur concéder ça, et les remercier pour ça. C'est OCS ont eu cette idée, que je trouve assez brillante, de dire on n'a pas beaucoup d'argent,
Mais si on fait des séries de 20 minutes, 26 minutes, en laissant une vraie liberté de ton qui fait que du coup, c'est typiquement, si c'est ça notre ligne éditoriale, c'est la ligne éditoriale que personne d'autre n'a. C'est en France, tu n'as pas vu ça parce que jusqu'à présent, justement, les autres endroits pour faire de la série, c'était forcément les chaînes de télé. Et les chaînes de télé ne font de la série que de prime time. Ou alors du soap opéra à la plus belle la vie, tout ça. Mais la série de prime time signifie de rester 2 heures sur le même programme, et donc c'est mieux de faire 2 épisodes de 52 minutes que de faire du 26 et on les passe à l'appel, quoi. Et il y avait de rares podcasts chez Canal avec une petite chaîne ou Arte qui s'est préparé à faire au service de la France, mais c'était un peu des exceptions. Bon, Canal se met à plus en plus de faire du 30 minutes, et à côté de ça, surtout, on commençait à faire des séries françaises, des Netflix, maintenant d'autres plateformes qui arrivent, et même France Télévisions continue sa logique de série prime time, 52 minutes sur leur antenne, mais par contre ont vachement misé sur leur plateforme en ligne gratuite, qui est France TV Slash, pardon, et se sont mis à faire beaucoup de séries de 26 minutes, dont beaucoup de très qualitatives. Il y a Parlement qui est sorti il n'y a pas si longtemps, qui est vraiment excellente. Il y a aussi des séries pour les adolescents qui sont vraiment, et ça fait du bien d'avoir des séries pour les adolescents, qui c'est un truc qui manquait, comme Scam ou Mental, ou enfin voilà, je vais pas tous les faire, mais maintenant, OCS n'est plus le seul à avoir pour ligne éditoriale de faire du série de 26 minutes. Il y a maintenant d'autres diffuseurs qui se mettent à proposer ça. Et c'est très bien parce que c'est ça. Après, je pense juste qu'il faut éviter à ce que ça devienne un genre, mais c'est bon, on va y arriver, je pense, que ça devienne un genre pour débuter, entre guillemets, des jeunes auteurs, justement, comme c'était avant, et puis après, on va faire des séries plus sérieuses d'une heure, voilà. C'est pas forcément. Après, tout dépend du projet, hein, parce que, moi, par exemple, je m'apprête actuellement je suis en train d'essayer de développer une série, je ne sais pas si elle va se faire, une nouvelle série, qui, si elle se fait, sera plutôt a priori du 52 minutes. Et parce que c'est, comme je disais, c'est pas forcément une comédie, ça s'y prête. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai plus envie de faire du 26, c'est juste que ça dépend des projets, des envies du moment. Et moi, j'ai pas envie de défendre un format plus qu'un autre, j'ai envie de défendre le fait qu'on puisse faire le bon format pour le projet spécifique en question, quoi. Voilà. D'accord. Et au niveau de maintenant, si on zoome encore plus, on rentre vraiment dans l'écriture, par exemple, quand vous dialoguez, quand vous écrivez du dialogue et tout ça. Moi, je sais par exemple quand je sais pas, quand je veux faire de l'humour, j'ai tendance à viser les contrastes et les ruptures. Et puis quand je veux faire de manière générale écrire quelque chose, je sais que ce qui me plaît, c'est l'humour ou ouais, c'est ça, l'humour ou la finesse des dialogues, disons, la puissance philosophique. Est-ce qu'il y a des concepts un peu vénères qui sont abordés? Et puis la surprise. Est-ce que je suis surpris un maximum ou pas, etc. Voilà, j'ai tendance à ne viser pour les petites choses que j'ai écrites par-ci par-là dans le théâtre ou que j'ai écrit pour moi. J'ai tendance à ne viser que ces 3 aspects-là parce que j'ai remarqué que c'est les 3 choses qui me plaisaient finalement dans ce que je regardais. Est-ce que, vous avez une démarche aussi consciente, toi et ta sœur, quand vous écrivez, est-ce que vous vous mettez d'accord précisément sur ce que vous visez comme efficacité de votre dialogue? Ou est-ce que, au contraire, c'est plutôt seulement, bah, on va essayer de coller au plus près des fiches personnages qu'on a fait et puis c'est tout? Ou, qu'est-ce que vous visez dans vos dialogues? Les dialogues précisément, je sais pas trop. En effet, non, on n'a pas, je fonctionne pas avec des règles très précises sur il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Surtout que quand on fait responsable, et même en règle générale, souvent le moment du dialogue c'est la récompense, mais le vrai boulot a été au séquencier en fait, parce que nous on se creuse beaucoup la tête pour essayer de trouver des situations. On joue beaucoup sur l'humour de situation et donc sur l'idée d'avoir l'idée de la scène générale de comment dire, la surprise souvent est dans la scène qu'on a inventée de cette scène dans laquelle on savait qu'on va raconter. On savait qu'on Oui, allait j'ai dit raconter ça, dialogue, j'ai dit dialogue, comment on le mais fait c'est de manière prenante. Et les dialogues. Ouais, pardon. j'ai dit dialogue, mais c'est l'écriture au sens large, quoi. Est-ce que vous visez des aspects spécifiques comme moi ou est-ce que comment se passe l'écriture? Qu'est-ce que vous cherchez quand vous écrivez? La surprise? Plusieurs choses. Ouais, plusieurs choses. Pas forcément que ça. Ça veut dire un scénario qui est surprenant, mais qui, entre guillemets, être surprenant pour être surprenant, c'est pas intéressant. Il faut raconter il faut que il faut que ça raconte quelque chose qui nous intéresse. Il faut que je sais pas, qu'on se surprenne nous-mêmes à des moments, ça veut dire on voit venir ce qu'on veut raconter, mais on le fait d'une manière un peu surprenante, ou alors
ou alors finalement on croit que c'est ça qu'on va raconter, mais en fait dans le fond on se rend compte que ça devient très secondaire par rapport à un autre élément qu'on n'avait pas vu venir. Quand on a ce genre de surprise là, ça nous fait toujours plaisir. Après on n'est pas dans une logique de dire je n'ai pas été surpris parce que tout roule trop comme on avait dit à la base, je n'ai pas été surpris moi-même, du coup il y a un truc qui ne va pas, il faut tout revenir en arrière. On ne pense pas forcément comme ça, mais Plus de la soupe. mais oui, c'est ça. Mais enfin, moi, je crois que on cherche très souvent quand on a un épisode. En fait, quand on a un épisode et que tout roule, mais qu'on trouve que, mais quand on lit, on dit en fait c'est un peu plat parce que il n'y a rien qui va de vraiment marquant, de vraiment intéressant. On peut pas vraiment dire cet épisode, c'est l'épisode de tel élément. En fait, je sais pas comment dire. Par exemple, il y avait un épisode de la saison 2 qu'on trouvait moins bien que les autres. À un moment donné, on se disait pourquoi. On disait parce que c'est un épisode qui ne fait que essayer de mettre en place des choses pour la saison. C'était le deuxième épisode de la saison 2. L'épisode 1 on avait trouvé avait été très efficace, mais du coup, il y avait plein de choses qui avaient été mises en suspens qu'il fallait mettre dans le 2 parce qu'à un moment donné, il faut donner ces informations. Et à un moment donné, on se retrouve dans cette problématique de merde, on a trop d'informations à faire passer. Et au bout d'un moment, ça devient chiant de faire passer, d'avoir un scénario, un épisode qui n'est là que pour donner appel des informations qu'il faut pourtant bien bel et bien faire passer parce que c'est important pour la suite. Et donc, du coup, au bout d'un moment, le but du jeu, c'était de dire comment on fait pour le faire passer mieux, parce que là, c'est vraiment juste deux personnages qui discutent et le dialogue, c'est pas qu'il est inintéressant le dialogue, mais en fait, si, on s'emmerde un peu, mine de rien, parce que il y a quelque chose, voilà, il manque une situation particulière qui nous amène à ce qu'on veut, à ce qu'on a besoin de faire passer, mais on s'emmerde, quoi. Et à un moment donné, on a l'idée que cette conversation ait lieu, enfin une partie de la conversation ait lieu pendant un match de baby-foot. Ça veut dire, et que le match, en fait, l'enjeu du match devient un enjeu, en fait, comment dire, quand il y en a un qui marque, c'est une métaphore sur le fait qu'il a gagné un peu la joute verbale qu'ils sont en train de faire à ce moment-là. Et soudainement, on rend visuel quelque chose, un dialogue, des informations qui devaient être passées à ce moment-là, et on se dit c'est bon, on a notre épisode parce que ce sera l'épisode du baby-foot. Et en fait, c'est ça, quand on dit ah oui, c'est l'épisode du baby-foot, ah oui, c'est l'épisode de la fête d'ado, ah oui, c'est l'épisode de la drogue. Bon, de la drogue, c'est un épisode sur deux, mais après, je considère quand même que c'est l'un des moins bons épisodes de la saison 2 et que voilà, c'était très difficile. C'était un épisode qui posait un peu problème, quoi. Mais on l'a sauvé, je pense, en inventant par-ci par-là quelques situations qui faisaient qu'on n'était pas juste dans du blabla et qu'on s'est même surpris en disant ah, voilà, on a trouvé une façon originale de raconter ce qu'on voulait raconter. Enfin, originale par rapport à la V1 qui existait, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que je me souviens de cet épisode et je me souviens de m'être fait la remarque qui s'était un peu appuyé, quoi. Genre, ouais, je te mets un but, t'as vu, j'ai raison. Bien sûr, c'était oui, ça l'aime. Après, c'était des informations qu'il fallait sur lesquelles il fallait bien appuyer pour que la suite soit plus fluide, justement. Et donc peut-être que ça c'est pas forcément assez. De toute façon, c'est un épisode qui, je sais, là j'ai vraiment pas cité le meilleur, mais je jure que c'était moins bien avant, en fait. Justement, c'était là, comment dire, je viens d'expliquer comment on a sauvé de la noyade dans l'épisode de merde et qu'on a réussi à le rendre un peu plus intéressant, mais je pense pas non plus qu'on ait sauvé au point que ça devienne l'un des meilleurs. Ça non. Mais je pense que c'était indispensable de trouver des astuces comme ça pour rendre plus digeste certaines informations. Il fallait que vous explicitiez certaines choses, quoi. Moi, j'aime bien aussi parfois arriver dans un film en cours ou même dans une série en cours et comme ça, il y a vraiment rien qui est explicite. C'est à moi de tout redeviner, mais bon, faut quand même, faut aimer ça, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être si parfois, je vais pas te dire comment faire ton boulot, hein, je suis loin d'avoir ton niveau, mais peut-être qu'on veut expliciter des choses qui n'ont pas forcément besoin de l'être. Enfin, je sais pas. Oui, c'est un travail qui existe souvent un travail qu'on fait avec le réalisateur et les acteurs. Ça veut dire qu'à un moment donné, on se sécurise beaucoup au scénario parce que aussi beaucoup de gens nous font des retours en disant ça c'est pas très clair, ça faut l'expliciter. Et quand soudainement il y a le réalisateur et les acteurs qui apparaissent et que là il devient beaucoup plus concret et palpable le fait qu'un regard est mieux qu'un dialogue parce que bon, c'est qu'on a compris le dialogue, nous on est les premiers à dire oui, bah, on est d'accord, on avait peut-être un peu chargé un peu trop la barque au niveau pour être sûr que les gens comprennent. Mais oui, si ça passe par le moins est l'ennemi du mieux, donc on est toujours, moi je suis de cette team-là, donc il n'y a pas de souci avec ça, quoi. Ok. Bah oui, pour aimer des séries comme Parks and Recreation ou ce genre de trucs, évidemment. Ok. Bah, je crois qu'on a parlé à peu près de tout ce que je voulais.
petit à petit, on s'est rapproché jusqu'à l'écriture. Non, je suis pas sûr d'avoir compris exactement ce que vous visiez quand vous écrivez et je suis pas sûr que vous visiez quelque chose non plus. Oui, alors ça va être ma réponse, c'est qu'en fait, j'ai essayé de donner une réponse possible, en improvisant un petit peu, mais la vérité, c'est que je me pose pas forcément la question et en fait, je vis très bien sans me la poser. Donc Ouais, du coup, ouais, bien c'est sûr. pour ça que c'est difficile pour moi d'y répondre, mais Je savais que ce je serait la limite de ce type d'interview justement. C'est pour ça qu'au départ, j'ai dit: «Ça passe ou ça casse». C'est qu'en fait, je pose des questions, mais je sais qu'il y a plein de gens qui ont pas forcément, conscience de ce qui les drive, de ce qui les motive, de ce qu'ils visent et que c'est comme ça que ça marche le mieux et qu'en fait, dès que tu te poses la question, même parfois tu peux être bloqué donc hem, après, en essayant de répondre à ce genre de questions, on en arrive à avoir des réflexions qui sont peut-être un peu à côté de la question première, mais qui mine de rien, explicitent certaines choses, sur les secrets de l'écriture, je ne sais quoi, qui peuvent être intéressants. Moi, je sais que il y a, quand je regarde des interviews, parfois, je suis très intéressé par des réponses complètement à côté de la plaque de la question posée parce que la personne n'était pas inspirée par cette question, mais il n'empêche que cette question lui a permis à cette personne interviewée à sortir un truc qui n'aurait pas sorti sinon, et on se dit, ah, c'est intéressant. Et dans le fond, donc, je trouve ça plus intéressant ça que de répondre aux sempiternelles, toujours même questions qui nous amènent évidemment à donner des réponses très automatisées parce qu'on a l'habitude enfin, quand on fait de la promo pour une saison, on entend souvent les mêmes questions et on se met à sortir les mêmes réponses. Et donc, du coup, on sort pas trop notre ligne de confort dans les réponses. Et donc voilà, pour moi, c'est pas un problème, quoi, je trouve. OK. J'espère que c'était intéressant quand même, ça, je ne sais pas. J'espère que j'ai pas trop posé les mêmes questions. OK. Non, justement, c'est ça que je voulais dire, c'était que je OK. préfère ne pas avoir une question inédite où je sais pas trop quoi répondre, mais au moins ça m'amène à réfléchir, à répondre à des trucs, et même si c'est à côté de la plaque, au moins j'ai pas répété des trucs que j'ai déjà dit ailleurs, et donc c'est intéressant. D'accord. Et, Est-ce que, il y a des Est-ce qu'il y a des projets, dont tu voudrais nous parler, des choses, je sais pas s'il y a des producteurs, par exemple, par hasard qui nous regardent. Est-ce qu'il y a des choses que tu as pas encore osé faire ou écrire, que tu aimerais bien faire? Donc pas forcément ce qui est en cours et auquel tu as pas le droit de parler, mais je sais pas, des vieux manuscrits de fond de tiroir que tu aimerais bien ressortir et en faire des séries? non, comment dire, Un genre à je suis explorer? pas, je suis pas le type qui a 1000 projets en même temps. Je fonctionne pas vraiment comme ça. J'ai quelques projets et j'y travaille, quoi, et on verra bien lesquels sortent, mais c'est déjà. Mais disons que, enfin, comment dire, dernièrement, j'avais un projet de série familiale que j'essayais de faire un peu moderne, entre guillemets, donc, mais qui appartient à un genre très spécifique aussi, quoi, la série familiale, pour se concentrer sur une idée ultra basique, hein, qui est que pour moi, faire une série familiale un peu plus moderne, c'est de parler du divorce et pas de parler du mariage, quoi. Mais j'avais ce projet-là qui a un peu capoté, qui je pense n'existera pas, parce que c'est une série, ce qu'on appelle une série du milieu. On parle beaucoup de cinéma du milieu, mais je trouve qu'il y a une série du milieu aussi, je suis en train de me rendre compte de ça. Ça veut dire avec un thème pas assez, un peu trop mainstream pour certains diffuseurs, et pour les diffuseurs qui font des choses plus mainstream, un peu trop décalées par rapport à ce qu'ils font. Donc du coup, c'est soit trop, soit pas assez pour l'un ou pour l'autre. Donc c'est ce D'accord. genre de série est assez compliqué à faire. Mais sinon, là, du coup, en parallèle, là, je suis en train de réfléchir à deux trucs en même temps. Il y en a un là qui est actuellement en écriture parce que c'est un qui est venu me chercher avec une idée d'adaptation d'un truc existant qui me plaît beaucoup. Donc ça, je n'avais jamais réfléchi à. Il fallait vraiment qu'on vienne me chercher pour me proposer l'adaptation, parce que c'est un truc qui venait de moi-même, mais je trouvais ça très intéressant. Pas adaptation au sens remake d'un truc existant, c'est adaptation d'un bouquin, quoi. Et, euh, et, euh, et un truc que j'aimerais bien faire un jour, mais pareil, je suis déjà avec des responsables, on en a déjà parlé, mais je ne sais pas quand ça viendra un jour. Mais un truc que j'aimerais beaucoup voir en France, c'est de la série d'animation pour adultes à la BoJack Horseman. Oui! Euh, Ça, c'est quelque Un chose que peu. j'aimerais beaucoup voir. Et que je pense qu'il y a moyen que en France, ça puisse se faire. Mais ça, pour l'instant, je suis au point zéro du truc, hein, mais même si d'autres le font, en tout cas, je suis intéressé à l'idée de voir ça. Voilà. Mmh. BoJack Horseman ou Parks and bah non, Parks and Recreation, c'est pas un dessin animé. Dans ma tête, c'est tellement Je cartoonesque confirme que c'était pas des Parks animés. Oui, dans non, ma tête, oui, non, pareil. c'est tellement Non, cartoonesque que c'est presque un dessin animé, Parks and Rec. Mais ouais, ce type de série en 26 minutes, comique, loufoque et cetera, OK. Bah écoute, ce serait génial que tu arrives à le faire produire en tout cas parce qu'on a envie de voir ça.
Ouais, mais bon, là, je dis des choses comme ça qui pourraient m'intéresser, mais je sais pas, en fait, on verra bien. Comme je disais, il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas, et donc du coup, parfois nos carrières sont bizarres parce qu'on se retrouve à devenir spécialiste, à être vu comme le spécialiste d'un genre, alors que c'est juste que c'est le truc qui a marché soudainement et qu'on s'est retrouvé à faire ça. Et donc, du coup, c'est vrai que beaucoup de gens viennent me voir pour faire de la comédie à la responsable, et j'aime beaucoup la comédie, j'ai envie de continuer, mais j'ai pas non plus envie de ne faire que ça, en fait, quoi. Bah Donc, ouais. donc Les comédies familiales, c'est pas du tout pour être ni condescendant, ni méchant, ni quoi que ce soit, mais on en a quand même déjà pas mal en France, quoi. Et donc, bah, pas vraiment. Je suis pas trop d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il y a eu Fais pas ci, fais pas ça, et depuis la fin de Fais pas ci, fais pas ça, il y a quoi en fait, vraiment, de comédie non, familiale, pas de forcément sur le comédie. rapport de la famille. C'est-à-dire, en fait, comment dire, quand Six Feet Under est sorti, ça a mis tout le monde à terre en mode qu'est-ce que c'est que cette série, c'est incroyable, je pensais pas que la série pouvait être ça. C'est une série familiale, et la série familiale était déjà extrêmement, depuis Kobe Show et compagnie, extrêmement déjà connue et reconnue. Donc, en fait, c'est pas un genre en soi la série familiale. Ça dépend de ce qu'on en fait, du ton qu'on en Oui. fait. Donc, je trouve pas que ce soit et à nouveau en France, en fait, je regarde pas tant que ça les séries familiales. En tout cas, j'en vois pas tant que ça. Là, il y a le remake de This Is Us qui va arriver, mais Mm. je veux dire, à part Non, ça, en réalité, je suis un peu injuste. C'est surtout quand on allait encore au cinéma, je passais mon temps dans les cinémas et j'avais l'impression que la moitié ou un tiers des films français qui sortaient, à chaque fois, c'était je sais pas, des drames familiaux avec Catherine Deneuve et j'en pouvais plus. Mais c'est vrai alors que c'est vrai qu'au niveau comédie, cinéma, c'est pas exactement la même chose parce que c'est vrai que les histoires de famille, des histoires de famille extrêmement bourgeoises parisiennes, machin, ou alors qui sont dans leur maison de vacances en province, leur maison secondaire, ça, c'est sûr que c'est un genre en soi. Et pareil, en fait, j'ai pas non plus, quand il y en a une qui sort, j'ai pas non plus envie forcément de dire bon bah non, c'est forcément de la merde parce qu'il peut y avoir des choses intéressantes qui ressortent de ce truc-là. Mais c'est vrai qu'il y a une succession de trucs comme ça au niveau du cinéma, peut-être, en fait, bizarrement, au niveau série, je trouve pas tant que ça, en fait. Parce que de toute façon, pour moi, c'est pas la même chose de raconter une histoire de. En fait, raconter une histoire si la série familiale est très intéressante, c'est parce qu'une série, c'est quelque chose qui est fait pour marcher sur le long terme, sur le long cours, une histoire qui peut se raconter. Et donc, souvent, c'est l'histoire d'un groupe et donc, c'est pour ça qu'il y a autant de séries qui se passent dans un milieu professionnel ou dans un milieu familial, parce que c'est des gens qui sont censés cohabiter ensemble alors qu'ils n'ont pas forcément envie de cohabiter ensemble, parce qu'on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas ses collègues, donc des gens très différents, machin, mais qui sont amenés à être ensemble, et surtout, ce qui est décalable à l'infini. Pour une famille, par exemple, c'est intéressant, toujours fascinant de voir les enfants grandir, parce que du coup, les enjeux changent, évoluent, et bref, il y a quelque chose, et ça parle à tout le monde aussi, voilà. Donc c'est normal que ce soit un motif qui revienne assez régulièrement et qui, je trouve, ne s'épouvonne pas au niveau de la série, parce qu'il y a toujours quelque chose à raconter avec un ton différent, un angle différent. Bon, voilà. Bon, après, je dis ça à nouveau, clairement, la d'accord. prochaine série ne sera pas une série familiale. A priori, on peut être à peu près sûr de ça. Mais, parce que ça n'est pas fait. Mais j'ai pas de. Enfin, je sais Ok. pas, j'ai pas de grief là-dessus. Au niveau je pense à quelque chose comme ça, qui a l'air radicalement différent du style comédie, mais pour moi pas tant que ça, parce qu'en fait dans la recherche de surprises et dans la créativité, je trouve que c'est pas très loin. Enfin, en tout cas, ça fait partie des choses qui me plaisent beaucoup aussi. Des séries comme Black Mirror ou Years and Years, est-ce que c'est des choses qui pourraient te tenter ou pas? Bah, en tout cas, oui, c'est des séries qui m'ont vachement intéressé. Ce qui est marrant, parce que ces séries ont deux points communs, et je sais pas lequel. Est-ce que c'est le côté anticipation, le Ouais, côté futur proche, ou est-ce que c'est c'est bien. le côté Catastrophisme. enfin, je veux dire, non, merde, comment on dit, anthologique, c'est-à-dire que pour Black Mirror, c'est une histoire avec des personnages différents à chaque épisode, et pour Years and Years, c'est une mini-série qui est vraiment un début, milieu, fin, qui n'appelle pas une saison 2 derrière. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est un truc qu'on voit de plus en plus. Et la mini-série ou les trucs à Black Mirror qui sont dans le fond une succession de moyens métrages, Mm. je trouve ça toujours très intéressant parce que on est vraiment dans une frontière entre le cinéma et la série. Justement, il n'y a pas ce truc, comme je J'aime disais, la bien. série familiale, le but c'est que ça parte au long cours. Et ça, je trouve ça très intéressant aussi. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis plus intéressé à faire de la série au long cours que de faire de la mini-série, des histoires J'ai très envie de faire du cinéma aussi, mais ça c'est encore autre chose. Mais le format entre deux, mini-série, machin, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire pour l'instant. Ah bon, après, sinon, sur le côté anticipation, oui, c'est intéressant l'anticipation. Mais je pense que c'est quelque chose qui arrive beaucoup de partout, c'est quelque chose qui est très à la mode, et y compris en France. Il y a de plus en plus de séries qui vont dans ce sens-là, je pense. Alors, Mais en fait, on peut faire j'aurais deux ouais, réponses. vas-y. J'ai pas l'impression d'une part qu'il y ait beaucoup d'anticipation en France. Il va falloir que tu me donnes des exemples, parce que je vois pas trop. Il Et y a des choses qui attends, arrivent.
Et Vas-y. deuxièmement, dans ce côté de début-fin, en fait, je crois que ce que j'adore, c'est pareil pour la série, Love, Death and Robots, sur Netflix. En fait, j'ai l'impression que ce que j'adore, c'est que comme je suis quelqu'un qui est comme ça un peu accro à la surprise, le fait de démarrer dans un univers inconnu, je peux être, c'est beaucoup plus facile de me retourner le cerveau. C'est-à-dire, si par exemple, à la fin à la troisième saison d'une série, on va pas avoir un personnage, on va pas se rendre compte que le personnage, a rêvé tout depuis le début, tu vois ce que je veux dire? Ou qu'il y avait un truc de manipulation, que c'était qu'un hologramme et qu'en fait tout se retourne à la moitié. Alors que dans ces petits formats-là où il y a milieu, début, fin, ce que j'adore, c'est qu'il y a une forme de, il peut tout se passer en fait. Il peut tout se passer. Peut-être qu'à un moment, on va se rendre compte que la moitié des personnages qu'on voit depuis le début, c'est des robots humanoïdes, tu vois? Ou ce genre de truc et ce côté, il peut me tomber n'importe quoi sur la gueule à n'importe quel moment. C'est ça qui me rend accro et que j'adore et qui me manque parfois dans le feuilletonnant, quoi. Bah, moi, je trouve que le feuilletonnant peut apporter des choses comme ça. L'une de mes séries préférées, c'est Lost, par exemple. Et ce que j'aime avec Lost, c'est qu'il y a toujours sur le mystère, sur le côté c'est quoi, ça veut dire quoi ça. Tu sais qu'il faut trouver des indices, que tu vas progressivement avoir des réponses à ces questions que tu te poses. Mais en fait, le truc, c'est que ces questions amènent d'autres questions. Enfin, les réponses amènent d'autres questions et que c'est un côté sentiment d'un truc infini, machin. Mais en fait, j'arrive à. Ce qui me permet d'accrocher à ça, c'est que très vite, dans ce genre de série, ces séries marchent souvent, parce que Battlestar Galactica, c'est pareil, par exemple, parce que, au bout d'un moment, tu t'intéresses plus au personnage auquel tu t'es attaché qu'à l'intrigue au final. Mais Mmh. évidemment, tu as envie d'avoir une réponse dans l'intrigue. Mais évidemment, ce n'est pas du tout ce fonctionnement-là qu'ont des séries comme la en machin, parce que c'est pas ça. Enfin, tu peux t'attacher à un personnage, mais pour moi, c'est un fonctionnement plus proche du moyen métrage ou du long métrage d'un point de vue narration, ce qui n'est pas du tout un problème. Mmh. C'est juste que c'est une autre une façon de fonctionner. Et en Mmh. fait, là où, dans ma manière de fonctionner pour l'instant, j'aime bien euh, imaginer des séries qui peuvent marcher sur un certain long terme à la Lost, Mmh. ou faire un film, parce que j'ai envie de faire du cinéma aussi, ça m'intéresse beaucoup. Je vais réaliser un court-métrage là bientôt, et voilà, et voilà, et la mini-série, ce format-là, me donne l'impression d'avoir un peu le cul entre deux chaises. Je dis ça, mais en fait, en même temps, s'il y a une espèce de série à la Black Mirror qui se fait en France, où l'idée c'est de demander à des auteurs, ça t'intéresse pas de faire un épisode dans Mmh. ma collection à fond. Si jamais le Mmh. concept me plaît, j'adorerais faire ça. Mais être l'initiateur de ce truc-là, pour l'instant, c'est pas un truc qui me ressemble en fait. Mais c'est purement personnel. Hein. Mais, D'accord. euh, mais c'est, mais c'est, Un peu voilà, pour des raisons vraiment d'envie sur le moment quoi. Dans 2 ans, je n'aurai peut-être pas du tout le même discours. Hein. Un peu comme le film, espagnol, dans lequel il y avait eu 3 courts-métrages indépendants là. En fait, ils avaient mis 3 courts-métrages, totalement indépendants dans un film qui était sorti au cinéma et moi, pour moi, bah, c'était génialissime, mais j'en ai reparlé après à des producteurs: «Est-ce que vous seriez intéressés, vous, pour faire ce genre de projet?» Ce genre de projet, j'adore le concept et tout de passer 3 courts-métrages au lieu d'un film, pour, le même prix, tu vois? Et bon, ils étaient pas trop intéressés. Bah, il y a le concept, ça ressemble un peu au concept du film à sketch, où en fait, oui, c'est en fait Un film à une sketch. série où la série anthologique est presque l'équivalent du film à sketch au cinéma, à la différence du long métrage. Et en fait, moi, je suis ultra client de ça, mais pareil, je crois que j'aurais jamais réfléchi à faire un film à sketch. Je me rends compte que j'ai oublié une question tout à l'heure, tu as commencé à parler d'anticipation, tu as dit que ça pourrait peut-être te plaire ou pas? Je me souviens plus quand tu dis ce que tu en disais de l'anticipation. Imaginer ce qui va se passer dans le futur, des choses comme ça, c'est des choses qui te plairaient ou pas? Oui, alors pourquoi pas. Je sais pas comment dire. On est dans une période très, 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 très incertaine, même sur le court terme, de ce qui nous attend. Et on est entouré de Nostradamus, de gens qui aiment bien de dire comment mais non, mais on sera plus confiné dans 3 mois, mais machin. Et en fait, ça me gonfle beaucoup en ce moment, les Nostradamus en tout genre, de quelque bord qu'ils soient. Je suis devenu très humble sur la question on ne sait pas où on sera demain. Et du coup, L'idée de l'anticipation, ça m'a un peu coupé personnellement au stade où on en est actuellement, à essayer de jouer je parie ce qui va se passer l'idée dans 1 ou 2 ans, d'anticipation, dans cette anticipation-là. Par contre, la science-fiction, l'idée d'imaginer le futur, machin, c'est quelque chose que j'aime énormément. Je suis très admiratif envers des séries comme Years and Years, je sais pas quoi, donc j'y reviendrai peut-être. Là, je dis juste que vraiment, là, dans le contexte très particulier dans lequel on est actuellement, il y a quelque chose qui me donne la sensation que ce serait une mauvaise idée de me lancer là-dedans maintenant. Quoi. Et ça veut pas dire que c'est pas d'accord, intéressant et que j'aime pas le genre. OK. Mais l'idée pour moi, l'idée de l'anticipation, c'est pas forcément de dire, «Je pense que ça va se passer comme ça». C'est aussi s'amuser, Ouais, s'amuser je de suis penser comment ça pourrait se passer, quoi. Faire des petites Non, dystopies non, mais bien sympas. sûr, je suis bien d'accord. Quand
quand ils font The Handmaid's Tales ou Les Fils de l'Homme, ce qui est fort, c'est l'idée de dire on est dans un monde pas très éloigné d'une autre, il s'est passé une situation où je dis pas que cette situation va arriver, mais imaginons qu'elle arrive, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est ça la différence avec la science-fiction où on dit ah, ça se passe, il y a des vaisseaux spatiaux, des choses comme ça, on est vraiment très, très loin dans le futur, là on est vraiment dans 20 ans, si jamais tel élément se passe là dans 2-3 ans. Et oui, non mais en vrai, oui, bien sûr, j'aime beaucoup, ça permet vraiment beaucoup de parler de la société, des risques de certaines dérives d'arriver, machin, tout ça. Je suis bien d'accord avec ça, et donc du coup, il y a pas de souci, c'est juste que j'ai juste que là, on vit actuellement une situation qui a un an qu'on n'aura pas pu du tout prévoir et qui m'a rendu un peu humble sur la question qui me rappelle l'idée que la réalité est toujours plus forte que la fiction à des moments, quoi. Et là, on est dans une espèce de période où j'ai pas du tout envie de m'amuser à faire et si ça se trouve dans 2 ans, 3 ans, et si jamais il se passe tel événement, parce que vraiment les événements surprises sont déjà arrivés et je me sens pas du tout à la hauteur de trouver un truc qui va, quoi. Donc, mais c'est vraiment, c'est un discours que je n'aurais pas tenu il y a un an, évidemment, et c'est un discours que je n'ai aucune idée de si je le tiendrai encore dans un an. Je sais pas, là, c'est vraiment un moment T précis que tu me poses la question et que je réponds ça, quoi. Mais La voilà. concurrence de la réalité te paraît un peu rude en ce moment pour imaginer des dystopies, quoi. Disons que j'ai pas envie de ça en ce moment, moi-même en tant que spectateur. Et c'est ça, en fait, c'est la première chose qui me fait dire est-ce que je veux écrire sur tel sujet ou pas, c'est est-ce que j'ai envie de voir ça déjà en tant que spectateur, parce que j'ai l'impression que ça me manque. Pas vraiment, en fait. Donc après, il y en a plein qui vont le faire, hein, c'est sûr, et ça va être très bien, mais ce sera pas moi pour l'instant, tout de suite, maintenant. Voilà. Et Moi, quand tu par exemple, un truc que je veux faire bientôt, c'est marrant, c'est un truc qui m'intéressait pas du tout, mais c'est pour ça qu'on peut évoluer en fait. Un truc qui m'intéressait pas du tout, et en fait, je me retrouve potentiellement, hein, parce que c'est pas du tout fait, tout ça, à écrire une série d'époques. Enfin, qui se passe en tout cas, pas maintenant, pas de nos jours, mais au XXe siècle. Et en fait, c'est un projet auquel j'aurais pas dû forcément penser. Ça m'intéressait pas forcément faire de l'époque, mais là, un truc m'est tombé dessus et je trouvais ça vachement intéressant. Et je me suis dit, c'est quelque chose ça me permet d'aborder des sujets très contemporains, parce que c'est parler du futur, faire des séries dans le futur ou dans le passé, permet très souvent de parler de quelque chose qui est dans l'air du temps aujourd'hui, à notre époque, de toute façon. Donc, mais là, justement, avec ce qui est en train de se passer, je me retrouve à avoir plus envie de parler du passé que du futur pour parler de notre présent. Et à nouveau, ça peut totalement évoluer d'ici 1 ou 2 ans, mais pour l'instant, je suis plutôt dans cette optique-là, quoi. Voilà. D'accord. Et tu disais qu'en France, il y a pas mal d'anticipation, ou notamment en préparation. Tu pensais à quoi? Je disais qu'il y a eu des séries qui sont faites dernièrement qui n'existaient pas, alors que vraiment c'était le néant absolu il y a encore pas si longtemps que ça, mais entre la série L'Effondrement de Canal+ et Arte qui en a Oui, fait beaucoup c'est vrai. de séries comme Trépalium, Ad Vitam et mince, j'en oublie une, mais ils en ont fait 3 des séries d'anticipation Mm. avec toujours un concept machin. C'est quelque chose c'est quelque chose qui, je pense, est même amené à arriver aussi, j'imagine. Il y a plein de séries qu'on sait pas qu'elles existent encore, mais elles vont arriver via toutes les plateformes qui se mettent à faire leurs séries françaises. Mm. Donc je ne peux pas croire qu'il y aura zéro série d'anticipation là-dedans. C'est justement dans l'idée de jouer encore avec le fait que la France ne fait pas trop ça et que ces plateformes-là ont beaucoup envie de s'attaquer à des genres qu'on ne voit pas tant que ça en France. Donc je pense que ça va arriver. Donc je pense que si tu es friand de ça, t'inquiète pas, ça arrive en France, hein, et c'est déjà un peu Oui. arrivé. Voilà. Ok. Mais c'est vrai que j'ai pas vu Trépalium. Je crois que j'ai vu Ad Vitam, mais j'ai pas vu Trépalium, donc j'en ai peut-être déjà quelques-unes à rattraper. Mais après, c'est vrai que moi, encore une fois, ce dont je suis friand, c'est la surprise. Donc tous les endroits où c'est possible d'être toujours plus surpris, je suis encore plus content. Mais une petite dernière question, qu'est-ce que tu penses de ce qui me plaît le plus, moi, en fait, c'est comme en anglais, on dit mindfuck, c'est-à-dire les moments où, par exemple, je sais pas, je vais spoiler des films si je balance des noms, mais par exemple dans le Sixième Sens ou dans des films où on se rend compte que on s'est cru quelque part pendant tout le film, et en fait, on était autre part et ça marchait pas, ou par exemple à la moitié du film, ou par exemple comme même sans aller dans la science-fiction ni rien, par exemple quand on prend Free Billboards, pour moi c'est mon film préféré parce que pendant tout le film, on se dit ah bah oui d'accord c'est ça, ah bah oui c'est lui le meurtrier, et à chaque fois on tombe dans le panneau justement, et je trouve ça magnifique. Enfin bref, je sais plus où je voulais en venir. Si, est-ce que tu aimes, pardon, est-ce que tu aimes totalement dérouter le spectateur pour qu'il se rende compte qu'en fait, il est pas du tout là où il croyait être, ce genre de choses? Pas trop. C'est pas, si, c'est pas une priorité. J'aime beaucoup ça en même temps. Moi aussi, j'adore voir un truc que j'ai pas vu venir. Ce que j'aime plus rarement, ce sont les fictions, les films, souvent, du coup. Alors, si c'est vraiment une série, c'est encore plus un problème. Où tu sens quand arrive le twist, même si tu l'as pas vu venir, qui te surprend, tu te dis, en fait, tout a été fait
Uniquement pour ça. Et en fait, souvent, dans ce cas-là, en fait, on s'est juste emmerdé pendant 1 heure et demie. Il y a un côté, ah ouais, mais tu vas pas me venir, ça, ouais, mais je m'en fous, je me suis fait chier, en fait. Parce que je rien de ce que je me rappelais. Honnêtement, ça m'a beaucoup fait ça un peu avec le dernier Christopher Nolan, par exemple, Tenet, où je trouve que là, on tombe au bout d'un moment dans un Ah oui, truc c'est clairement ça. Ouais. où tu te C'est vrai que dis, c'est un atout. où tu dis il a, à force de vouloir me surprendre, on arrivait à un stade où juste, je savais plus de quoi ce qu'on me racontait en fait, et du coup, Ouais, mais c'est si que je c'est mal lâche fait. pas, ça m'intéresse pas. Mais les fictions qui arrivent à surprendre là-dessus sans pour autant nous perdre au niveau de notre rapport au personnage qu'on suit, et choses comme ça. Et qui, bon, après, il y a aussi autre chose dans lequel on parle pas du tout parce que je suis scénariste, mais c'est quand même qui m'importe beaucoup aussi, c'est des questions de forme, de mise en scène en fait. C'est-à-dire que je peux suivre une fiction qui, ne serait-ce que parce que je suis fasciné par sa mise en scène, et donc dans ce cas, s'il y a une surprise, machin, c'est très bien, mais il y avait aussi surtout cette mise en scène qui m'a complètement chamboulé. Bon, voilà, je sais pas, mais donc, je me suis un peu paumé à mon tour maintenant, mais disons Il que faut pas, il faut pas que ce soit facile. les Oui. surprises, oui, mais alors construire tout son film en disant haha, comment il va être trop surpris à ce moment-là. Bon, par contre, c'est quelque chose dans lequel je me suis amusé dans Irresponsable. C'est-à-dire que moi, j'aime pas trop. D'ailleurs, dans l'interview tout à l'heure, j'ai spoilé un truc qui est dommage pour ceux qui n'ont pas vu. Quand je révèle le fait qu'il a une sœur, on a énormément pris du plaisir avec ma sœur d'écrire ce personnage pour jouer le côté twist à la fin de l'épisode 2. En fait, Julien, je suis ta sœur. Tout comme qui est une espèce et c'est un truc qu'on fait beaucoup dans les responsables, on parlait pour le coup, je ne spoil beaucoup, mais à la fin du premier épisode, c'est la découverte qu'il a un fils. Si on n'est pas au courant, il y a un côté un peu twist, on le vit avec lui, le fait dans la saison 2, c'est la découverte qu'il a un beau-père, et enfin un beau-père, que sa mère est avec un mec, en Ces fait, moments-là sont géniaux. ça va changer sa vie. Et la saison 3, c'est la découverte qu'il a une sœur. Et à chaque fois, on joue le côté un peu twist surprise. Et le plus kiffant, c'est de tout ce passage où le personnage le sait, nous on le sait, mais Julien et le spectateur ne savent pas non plus, et comment ils vont recevoir ce truc, et on va revoir différemment la scène d'avant. À notre échelle, hein, évidemment, on ne fait pas si absence à ce moment-là, mais à notre échelle, on a pris beaucoup de plaisir à ça, et ça m'amuse beaucoup de faire le wow, je l'ai pas vu venir des copains quand je leur dis alors de timer le début de la saison 3. Ça, c'est rigolo. Donc oui, il y a quand même un plaisir je comprends totalement le plaisir de scénariste à faire ça. Et comme je disais, moi, j'aime beaucoup Lost. Si un jour j'ai l'occasion de faire une série qui joue sur des mystères, je sais que j'aurais pour obsession de faire comme Lost, ça veut dire surtout avoir la sensation d'avoir des personnages qui ont des choses à raconter en dehors du jeu du mystère. Mais il m'empêche que j'aurais énormément de plaisir à essayer d'écrire des twists et des surprises, enfin, voilà, de jouer sur Faut le garder mystère. un, Mais voilà. faut garder un équilibre, quoi. Et plus Ouais. le format est long, plus il faut faire attention à l'équilibre avec les personnages. Ok. Eh ben super. Merci beaucoup, Frédéric. Eh ben, pas de souci. Bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Et puis, voilà. À bientôt. Ça fait plaisir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.